Dans les couloirs dorés de Versailles, les murmures allaient bon train. On parlait d'une femme sans titre royal, mais dont la présence pesait sur les décisions du roi Soleil lui-même. Une femme discrète, pieuse, au regard calme, mais dont l'ascension semblait relever du miracle, ou de l'intrigue. Cette femme, c'était Françoise d'Aubigné, future marquise de Maintenon, née dans l'adversité mais promise à une destinée hors du commun. Elle voit le jour en 1635, dans une famille noble ruinée. Rien, absolument rien, ne laisse deviner qu'elle deviendra l'épouse secrète de Louis XIV, l'homme le plus puissant d'Europe. Et pourtant, par un mélange de patience, d'intelligence et de sens politique, elle se frayera un chemin dans un univers où les femmes sont rarement au centre du pouvoir, sauf à y entrer par les coulisses. Son histoire est celle d'une métamorphose, d'enfant marquée par la pauvreté à protectrice des arts et de l'éducation, de simple gouvernante à confidente du roi. Mais c'est aussi une histoire de secrets bien gardés, de rivalité, et d'une influence exercée sans couronne ni sceptre, mais avec la force tranquille d'un esprit affûté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Une vie où la foi, l'ambition et la loyauté se sont mêlées pour façonner l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire de France. Françoise d'Aubigné naît le 27 novembre 1635 à Niort, dans une famille noble mais criblée de dettes. Son père, Constant d'Aubigné, est un aventurier instable, ancien protestant converti au catholicisme, souvent en conflit avec la loi. Sa mère, Jeanne de Cardillac, issue d'une famille modeste, se retrouve vite à devoir assumer presque seule le sort de ses enfants. Peu après sa naissance, la petite Françoise est emmenée aux Antilles, où son père espère refaire fortune. Mais ce voyage ne lui apporte que pauvreté, maladie et isolement. De retour en France, l'enfant est confié à la garde de sa marraine, Madame de Villette, protestante convaincue, qui l'élève dans sa foi. Mais cette éducation est brusquement interrompue, les autorités ecclésiastiques exigent que Françoise soit confiée à une institution catholique. Ce changement brutal la marque profondément, développant en elle une foi ferme mais aussi une prudence extrême face aux divisions religieuses. L'adolescence de Françoise se déroule entre couvent et foyer d'accueil. Elle y forge une discipline personnelle, un goût pour la lecture et l'écriture, et surtout une capacité rare à s'adapter aux situations les plus imprévisibles. Rien ne la destine encore au faste de Versailles, mais déjà, son intelligence, sa retenue et son sens de l'observation commencent à se faire remarquer dans les cercles où elle passe. Cette enfance faite de privations et de ruptures n'éteint pas son ambition. Au contraire, elle la pousse à croire que le destin n'est pas seulement une question de naissance, mais aussi de caractère et de volonté. À l'âge de 16 ans, Françoise d'Aubigné pénètre dans le cercle littéraire parisien grâce à des relations de famille et de charité. C'est là qu'elle rencontre Paul Scarron, poète et dramaturge reconnu, mais gravement handicapé par une maladie qui le laisse paralysé. Âgé de plus de 20 ans de plus qu'elle, Scarron n'a rien du prince charmant, mais il possède un esprit brillant, une plume acérée et un réseau influent dans les salons de la capitale. Le mariage, célébré en 1652, surprend tout le monde. Certains y voient un arrangement, Scarron obtient une compagne dévouée qui gère son foyer, et Françoise gagne une entrée inespérée dans le monde cultivé et aristocratique de Paris. Mais leur union, loin d'être malheureuse, se fonde sur une complicité intellectuelle. Scarron l'initie à l'art de la conversation, à la littérature, et aux subtilités des alliances sociales. Chez les Scarron, les salons accueillent poètes, écrivains, et esprits vifs de l'époque. Françoise, observatrice attentive, y apprend l'art de charmer par la parole tout en restant mesurée. Ce savoir-faire deviendra une arme décisive dans sa future ascension. En 1660, la mort de Scarron laisse Françoise veuve à 25 ans, sans fortune, mais avec un capital social précieux, une réputation d'honnêteté, d'intelligence, et un carnet d'adresses qui l'ouvre aux cercles les plus proches de la cour. Cette transition, douloureuse mais formatrice, va l'amener à franchir une nouvelle étape de sa vie, vers les sphères où se joue le destin du royaume. Après la mort de Paul Scarron, Françoise d'Aubigné traverse une période d'incertitude. Elle vit modestement grâce à quelques pensions et au soutien de ses relations, jusqu'au jour où le destin frappe à sa porte. En 1669, elle obtient un poste qui va bouleverser sa vie, gouvernante des enfants illégitimes de Louis XIV et de sa maîtresse, Madame de Montespan.
Cette charge délicate exige autant de tact que de fermeté. Les enfants, bien que nés hors mariage, sont élevés dans un certain confort, mais leur éducation est une affaire politique autant que familiale. Françoise s'en acquitte avec rigueur et bienveillance, gagnant rapidement l'affection des petits et l'estime du roi. Elle leur inculque non seulement les bonnes manières et la culture générale, mais aussi un sens aigu de la dignité et de la retenue. Cette mission place Françoise au cœur des intrigues de Versailles, dans une position unique, ni courtisane, ni simple servante, mais femme de confiance à qui l'on confie ce que l'on confie rarement. Dans l'ombre des grands salons, elle observe, comprend, et tisse discrètement des liens. Sa discrétion, son sens de l'honneur et sa piété plaisent à Louis XIV, qui se montre de plus en plus attentif à elle. Peu à peu, Françoise devient bien plus qu'une éducatrice. Elle devient un repère moral dans un environnement où les passions et les ambitions dévorent souvent la raison. Cette proximité nouvelle avec le roi prépare le terrain à une relation qui dépassera bientôt le cadre strictement professionnel. Au fil des années, la relation entre Françoise d'Aubigné et Louis XIV se renforce, tandis que celle du roi avec Madame de Montespan s'effrite. La favorite, autrefois toute puissante, voit son influence minée par des scandales retentissants, notamment l'affaire des poisons qui éclabousse la cour dans les années 1680. Bien que jamais directement condamnée, Madame de Montespan perd peu à peu la faveur royale. Dans cette atmosphère lourde de soupçons, Françoise se distingue par sa conduite irréprochable. Sans jamais attaquer ouvertement sa rivale, elle occupe un espace grandissant dans le cœur du roi, offrant une écoute bienveillante, des conseils prudents et une piété sincère qui contrastent avec le faste tapageur de la Montespan. Cette discrétion calculée lui vaut de solides appuis parmi les dévots et les partisans d'une monarchie plus morale. L'affaire des poisons accélère le déclin de la marquise de Montespan. Écartée des affaires intimes du roi, elle assiste impuissante à l'ascension de celle qui fut d'abord sa gouvernante. Françoise, elle, reste en retrait, mais son rôle auprès des enfants royaux et sa proximité quotidienne avec Louis XIV en font désormais une figure incontournable. Ce changement de dynamique à la cour marque un tournant, Françoise d'Aubigné n'est plus seulement une observatrice discrète. Elle devient, peu à peu, une conseillère écoutée, ouvrant la voie à une relation plus intime et à une influence politique qui se révélera dans les années suivantes. Vers la fin des années 1680, un événement discret mais décisif scelle le destin de Françoise d'Aubigné, son mariage secret avec Louis XIV. Les circonstances exactes restent entourées de mystères, car le roi, veuf de la reine Marie-Thérèse depuis 1683, choisit de ne pas officialiser cette union aux yeux du royaume. Plusieurs raisons expliquent cette discrétion, la différence de rang. Une marquise, même respectée, ne pouvait prétendre au titre de reine, les convenances politiques, et la crainte de heurter la noblesse et l'opinion publique. Ce mariage, probablement célébré en toute intimité par l'archevêque de Paris ou par son confesseur, scelle une union fondée sur une complicité profonde. Françoise devient, dans les faits, l'épouse du roi Soleil et partage son quotidien dans l'ombre, tout en restant officiellement Madame de Maintenon. À partir de ce moment, son influence à Versailles prend une dimension nouvelle. Elle n'est plus seulement la gouvernante ou la confidente, elle devient un pilier moral et un soutien constant pour le souverain, l'encourageant à gouverner avec plus de modération et de piété. Dans les appartements privés, elle joue un rôle de conseillère, parfois même d'arbitre, dans les décisions qui touchent la cour et le royaume. Mais cette élévation, bien que prestigieuse, n'est pas sans sacrifice. Elle doit accepter la discrétion, éviter les fastes et les rivalités, et surtout porter sur ses épaules le poids des critiques et des soupçons. Ce mariage secret, loin d'être un conte de fées, inaugure pour elle une vie de pouvoir, mais aussi de solitude et de prudence. Parmi les œuvres les plus marquantes de Françoise d'Aubigné, devenue Madame de Maintenon, figure sans doute la création de la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Fondée en 1686 grâce au soutien de Louis XIV, cette institution est destinée à l'éducation des jeunes filles nobles mais pauvres, souvent issues de familles ruinées par les guerres. Madame de Maintenon conçoit ce projet comme une mission morale et sociale. Pour elle, l'éducation doit allier culture, vertu et discipline, afin de former des femmes capables de tenir leur rang sans tomber dans les excès ou les frivolités de la cour. Saint-Cyr devient ainsi un modèle d'enseignement féminin, où l'on apprend autant les lettres et la religion que les arts ménagers,
dans un environnement empreint de rigueur mais aussi de bienveillance. Elle s'implique personnellement dans la vie de l'établissement, elle supervise les programmes, assiste aux cours, encourage les jeunes pensionnaires, et veille à ce que la piété ne se transforme pas en austérité excessive. Sa vision novatrice pour l'époque met l'accent sur l'instruction morale et intellectuelle, considérant que l'éducation est le meilleur rempart contre les malheurs qui frappent souvent les femmes sans fortune. Saint-Cyr, surnommée parfois la pépinière des vertus, devient rapidement célèbre dans toute l'Europe. Mais elle attire aussi les critiques de certains courtisans qui y voient un instrument d'influence personnelle. Pour Madame de Maintenon, peu importe, elle considère cette œuvre comme l'une des plus belles justifications de sa place auprès du roi, et peut-être comme son véritable héritage. Saint-Cyr n'est pas une simple pension, c'est un établissement novateur, pensé pour allier éducation intellectuelle, discipline morale et raffinement des manières. On y enseigne la lecture, l'écriture, les langues, l'histoire, mais aussi la musique, la danse et l'art de la conversation, indispensables à toute dame de qualité. L'enseignement religieux y est omniprésent, mais dans un esprit que Madame de Maintenon veut conciliant, afin d'éviter le rigorisme qui rebuterait la jeunesse. L'architecture elle-même traduit cet équilibre, sobre et majestueuse, l'édifice de Saint-Cyr reflète la noblesse du projet. Dans ses couloirs et ses vastes salles, on entend les chants des jeunes pensionnaires, les récitations d'histoires édifiantes et le bruissement discret des activités quotidiennes. Très impliquée, Madame de Maintenon veille personnellement à chaque détail, allant jusqu'à corriger les manuels d'instruction et à assister aux représentations théâtrales organisées par les élèves. C'est d'ailleurs à Saint-Cyr que sera jouée Esther de Racine, écrit spécialement pour les pensionnaires, événement qui marquera durablement l'histoire culturelle de l'institution. Pour elle, Saint-Cyr est plus qu'une école, c'est un refuge pour préserver la dignité de jeunes femmes vulnérables, et un symbole de sa vision éclairée du rôle féminin dans la société de l'Ancien Régime. À partir des années 1710, l'éclat du roi Soleil s'assombrit. Les guerres incessantes, notamment la longue et épuisante guerre de succession d'Espagne, ont saigné le royaume. Les finances sont exsangues, le peuple souffre, et la cour, jadis flamboyante, vit dans une atmosphère plus grave. Madame de Maintenon, désormais âgée, voit son influence se teinter de gravité et de résignation. Elle reste aux côtés du roi, partageant ses soucis, le soutenant face aux deuils successifs qui l'accablent, la mort de son fils, le grand dauphin, puis celle de plusieurs petits-enfants. La perspective de la succession devient incertaine, et la monarchie semble vulnérable. Dans l'intimité, Louis XIV s'appuie plus que jamais sur la présence calme et la foi profonde de Françoise d'Aubigné. Le roi, fatigué, aspire à plus de recueillement. La vie de cour perd de son éclat festif, les fêtes se font rares, remplacées par des offices religieux et des réunions plus austères. Madame de Maintenon, fidèle à ses convictions, l'encourage dans cette piété retrouvée, tout en continuant à œuvrer pour le bon fonctionnement de Saint-Cyr et à protéger ses pensionnaires. En 1715, lorsque Louis XIV sent la fin approcher, il lui adresse des mots empreints d'affection et de reconnaissance, saluant la constance et la discrétion dont elle a toujours fait preuve. Après la mort du roi, le 1er septembre, Madame de Maintenon quitte définitivement Versailles pour se retirer à Saint-Cyr, laissant derrière elle plus de 3 décennies d'influence discrète mais décisive sur le plus long règne de l'histoire de France. Ce retour n'est pas un exil, mais un choix, elle souhaite finir ses jours dans le calme, loin des intrigues de la cour, entourée de jeunes pensionnaires qu'elle considère presque comme ses filles spirituelles. À Saint-Cyr, elle mène une existence simple mais digne. Ses journées sont rythmées par la prière, la lecture, et des échanges avec les élèves. Elle prodigue conseils et encouragements, insistant toujours sur la vertu, la modestie et la force de caractère. Sa présence, respectée et admirée, confère à l'établissement une aura particulière. Malgré les affres de l'âge et une santé déclinante, elle conserve son esprit vif et sa lucidité. Elle correspond encore avec certaines figures influentes de son temps, mais s'attache surtout à préparer la pérennité de son œuvre éducative. Ses écrits et ses réflexions témoignent d'une femme consciente de son rôle dans l'histoire, mais résolue à rester dans l'ombre, fidèle à cette discrétion qui avait façonné son influence. Elle s'éteint le 15 avril 1719 à l'âge de 83 ans, entourée de quelques religieux et élèves. Son corps repose dans la chapelle de Saint-Cyr,
scellant le lien indéfectible entre la marquise et cette maison qu'elle avait voulu comme un sanctuaire d'éducation et de vertu. Sa retraite, empreinte de sérénité et de dignité, marque la dernière étape d'une vie hors du commun, passée de l'ombre à la lumière, puis revenue à la paix de l'ombre. La mort de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, le 15 avril 1719, marque la fin d'une existence exceptionnelle, passée des marges de la société à l'intimité du trône de France. Elle s'éteint paisiblement à Saint-Cyr, dans l'institution qu'elle avait fondée plus de 3 décennies auparavant, laissant derrière elle une empreinte durable. Son héritage ne réside pas seulement dans son rôle discret mais influe auprès de Louis XIV. Il s'exprime surtout dans son œuvre éducative, visionnaire pour son temps. La maison royale de Saint-Louis, conçue pour offrir aux jeunes filles nobles sans fortune une éducation morale, religieuse et intellectuelle, reste son chef-d'œuvre. Elle y a insufflé un modèle d'instruction qui, malgré les évolutions des siècles, continue d'inspirer les réflexions sur l'éducation des femmes. À la cour, son souvenir divise. Certains la louent pour sa sagesse, sa piété et son dévouement au roi, d'autres la critiquent encore pour l'influence jugée excessive qu'elle aurait exercée. Mais au-delà des jugements, son parcours illustre une vérité essentielle, dans un siècle dominé par les hommes, elle a su se tailler une place en alliant intelligence, patience et sens politique. L'histoire retient aussi la dimension profondément humaine de son action. Françoise d'Aubigné a œuvré sans relâche pour protéger et élever celles qui, comme elle dans sa jeunesse, auraient pu être écrasées par leurs conditions. Ainsi, son nom reste lié non seulement à la grandeur du règne de Louis XIV, mais aussi à une conception noble et généreuse de l'éducation féminine. De sa naissance dans la pauvreté au salon raffiné de Versailles, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, incarne une trajectoire hors norme. Orpheline et sans fortune, elle aurait pu sombrer dans l'anonymat ou la misère. Mais par son intelligence, sa piété et un sens aigu des relations humaines, elle gravit patiemment les échelons d'un monde où chaque pas était un jeu d'équilibre entre ambition et prudence. Son mariage avec Paul Scarron lui ouvre les portes d'un cercle littéraire influent, sa fonction de gouvernante auprès des enfants illégitimes de Louis XIV devient l'occasion d'un rapprochement discret mais décisif avec le roi. Dans l'ombre des fastes de la cour, elle gagne la confiance de Louis XIV, jusqu'à partager sa vie en secret. Leur union, quoique non officielle aux yeux du royaume, la place au sommet de l'influence politique et morale. Pourtant, sa grandeur ne réside pas uniquement dans cette proximité avec le pouvoir. Son véritable héritage est d'avoir consacré sa fortune, son énergie et son intelligence à l'éducation des jeunes filles nobles sans ressources, créant avec Saint-Cyr un modèle inédit et durable. Elle a su conjuguer l'autorité d'une dame de cour et la sensibilité d'une éducatrice visionnaire. À travers elle, l'histoire montre qu'une femme, même dans un siècle dominé par les hommes, pouvait devenir un pivot du pouvoir et laisser une empreinte durable. La vie de Madame de Maintenon est celle d'une ascension patiente, guidée par la foi, la stratégie et un sens profond de la mission qu'elle s'était fixée, élevée, protégée et inspirée. Une immersion complète dans la vie d'une femme qui sut conjuguer foi, stratégie et influence dans un siècle dominé par les hommes. Partagez la vidéo, likez et abonnez-vous pour découvrir d'autres destins fascinants qui ont marqué l'histoire de France et d'ailleurs.